Bienvenue à ce nouveau rendez-vous lecture. La grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite et autres leçons de vie de Olivier Clerc, vous connaissez déjà, puisque je vous en ai proposé la lecture sur ma chaîne YouTube, et au cas où ça vous aurait échappé, elle est toujours disponible. Et lors de la dernière partie de ce livre, je vous ai parlé d'un autre livre, qui est la suite directe de La Grenouille, toujours écrit par Olivier Clerc, qui s'intitule « Même lorsqu'elle recule, la rivière avance ». C'est également un recueil de métaphores sur base desquelles Olivier Clerc fait une analyse de notre société et aussi de notre développement personnel. Je vous propose ici l'écoute de l'avant-propos et aussi l'écoute de la première partie, la première métaphore de ce livre qui s'appelle « Le cristal et le magma ». Bonne écoute et on se retrouve juste après. Avant-propos. Après La Grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite, de nombreux lecteurs ayant apprécié ces graines de sens m'ont demandé si je n'en avais pas d'autres à présenter. Ma réponse ne pouvait être que positive. En développant un esprit analogique, on s'intéresse à la dimension symbolique qui relie les phénomènes les plus divers, et la nature, le monde qui nous entoure, l'infiniment grand et l'infiniment petit, et jusqu'aux inventions humaines les plus sophistiquées, peuvent être interprétés d'un point de vue métaphorique comme les reflets de ce qui se passe en nous, dans notre vie individuelle et collective. J'ai donc rassemblé dans ces pages 9 nouvelles métaphores et allégories qui éclairent notre vie quotidienne d'un jour nouveau et nous permettent d'en appréhender des aspects qui, peut-être, nous échapperaient. Les 3 premières tournent autour, c'est le cas de le dire, du centre et de la périphérie. Que ce soit avec le fragment de cristal, porteur de sens, qu'on introduit dans un magma informe, avec la capitale, où réside le pouvoir central du pays, ou encore avec le lien entre notre identité profonde, notre soi, le centre, et l'opinion que les autres se forgent de nous, la périphérie. Tant de choses, dans la culture moderne, nous décentrent, si nous n'y prenons garde, que ces 3 métaphores peuvent nous aider à faire ce retour vers le centre indispensable à qui veut trouver équilibre, paix intérieure et stabilité dans notre monde si agité et changeant. Les 3 suivantes traitent du rapport entre l'apparence et le fond. Le téléviseur illustre le principe d'inversion entre sa fonction apparente et son fonctionnement réel. La métaphore de l'aube et du crépuscule, si ressemblant visuellement et pourtant si différents dans l'énergie qui les anime. Et enfin, la rivière, qui a donné son nom à ce recueil, dont le tracé sinueux et contradictoire, en apparence, obéit dans le fond à une pente inexorablement inclinée vers la mer. Là encore, compte tenu du culte de l'apparence qui règne aujourd'hui, ces 3 métaphores développent un regard plus profond, un regard qui discerne ce qui anime en profondeur les phénomènes observés. Enfin, les 3 dernières ont en commun d'aborder les notions de relativité, de degré et de hiérarchie. Les tons fondamentaux et les nuances mettent en évidence la nécessité de découper l'échelle des couleurs en grandes catégories, les 7 couleurs, avant de pouvoir en établir toute l'indispensable hiérarchie de nuances et de variations. L'étincelle et l'éclair décrit ces 2 manifestations comme les extrémités d'un même phénomène, pour mieux expliquer comment utiliser le petit pour maîtriser le grand. Enfin, comment le soleil sculpte les rochers révèle la hiérarchie allant symboliquement du feu à la terre, en passant par l'air et l'eau, et indique comment utiliser ces étapes de condensation successives de la matière pour concrétiser nos idées et projets. Ces 3 métaphores-là illustrent chacune à leur manière l'unité du réel sous le découpage opéré par la nature, avec les 4 états de la matière par exemple, ou par nous,
en fragmentant les spectres lumineux, auditifs, olfactifs, etc., en catégories simples et faciles à manier. Elle souligne également la nécessité d'effectuer ce découpage et la façon de travailler avec ces degrés successifs d'une même énergie. Elle clarifie enfin les aspects paradoxaux du monde qui nous entoure, à la fois un et multiples, et nous indique des leviers pour agir sur ces différents niveaux interconnectés. Ces 3 séries de métaphores, dont j'ai découvert l'ordre et la cohérence au terme du parcours d'écriture, conformément à la métaphore de la rivière, j'ai laissé le flot des idées suivre son cours avant d'en découvrir la pente ordonnatrice, présentent certainement de nombreux autres liens entre elles que vous découvrirez par vous-même, en fonction de votre histoire et de vos connaissances propres. Certaines, par exemple, parlent de paradoxes. Quelques-unes ont aussi en commun d'aborder les notions de transition et de changement. S'agissant de La Grenouille, c'est grâce à la sagacité d'une lectrice que j'ai découvert plusieurs mois après sa publication que presque toutes les métaphores de ce livre traitaient du temps, un fil conducteur qui m'avait échappé. En vous souhaitant de belles escapades sur les chemins de traverse des terres d'allégorie. Signé Olivier Clerc. Post-scriptum. L'édition est, par nature, un monde lent. Entre le moment où germe l'idée d'un livre, celui où le projet est accepté par l'éditeur, celui ensuite où le manuscrit est remis et celui enfin où il paraît en librairie, il peut s'écouler plusieurs mois. C'est ainsi qu'entre le jour où j'ai remis ce manuscrit à mon éditeur et celui où il allait partir en mise en page, il m'est venu une 10e métaphore que j'ai eu envie d'ajouter en bonus aux 9 autres. Le dernier rideau de fer est une invitation à la dissidence ultime, à quitter l'état totalitaire de conscience qui est depuis trop longtemps le nôtre. Elle figure délibérément après la conclusion, symbolisant ainsi un nouveau départ. Le cristal et le magma. Le cristal est une substance solidifiée, de structure régulière et périodique, formée d'un empilement ordonné d'atomes. Un même motif y est répété à l'identique. Les cristaux de neige en sont un exemple connu de chacun, ou encore les cristaux de sel. Le cristal est porteur d'ordre. Le magma, par opposition, est une matière inorganisée, chaotique, c'est de la roche en fusion. Lorsqu'on introduit un cristal, même minuscule, dans un magma informe, celui-ci va progressivement cristalliser la substance qui entre en contact avec lui. L'information dont il est porteur va se propager dans ce milieu qui en est dépourvu et va donc le former, l'informer, donner un sens à son agencement. Si on lui laisse assez de temps, ce petit morceau peut ainsi cristalliser une quantité de magma informe infiniment plus grande que lui, à mesure qu'il grandit en transformant toute la substance environnante grâce à l'ordonnance de sa propre matière. La propagation de l'ordre et du sens que procure un cristal à une matière informe est une belle métaphore de phénomènes observés dans notre propre vie et autour de nous. Le cristal, cela peut être une nouvelle idée, aussi puissante et lumineuse qu'un éclat cristallin. L'histoire de l'humanité est en effet marquée par l'introduction de nouveaux concepts à certaines époques qui ont imprimé avec force un nouvel ordre, une nouvelle structure à toute la société. Rien n'est plus fort qu'une idée dont le temps est venu, disait Victor Hugo. Quand, voici 2000 ans,
Jésus sema en Galilée les germes cristallins du christianisme, Dieu, présenté comme un Père aimant et non plus comme un juge impitoyable, aimer son prochain, pardonner à ses ennemis, etc., qui aurait imaginé que ceci aurait un jour, en se propageant de personne en personne et de pays en pays, un impact aussi puissant sur les 5 continents? De manière analogue, en introduisant le fragment de cristal de la non-violence dans le magma politique et religieux de l'Inde de la première moitié du XXe siècle, Gandhi a non seulement transformé le sous-continent indien, mis à genoux l'un des empires les plus vastes que la Terre ait porté, mais aussi semé une idée qui continue à ce jour d'influencer et d'ordonner la pensée de millions de gens. Autre exemple, l'idée des droits de l'homme, plongée dans le chaos qui a suivi la Révolution française, a abouti à donner à la société française, puis, par propagation à bon nombre d'autres, la structure démocratique et nombre des caractéristiques qui sont encore aujourd'hui les siennes. Chez les individus, ce principe de cristallisation suscite le même phénomène, avec la même puissance ordonnatrice et organisatrice. Semez dans votre tête une idée force, en veillant à ce qu'elle plonge ses racines profondément dans votre subconscient, et petit à petit, l'air de rien, sans même que vous vous en rendiez compte au début, elle va communiquer sa vibration, c'est-à-dire l'information dont elle est porteuse, à tout votre être. Elle va attirer dans votre vie des rencontres, des occasions, des situations qui lui permettront de se concrétiser, de germer, de croître et de s'épanouir en plénitude. On retrouve d'ailleurs dans la vie de la plupart des grandes figures de l'histoire un tel cristal, avec parfois la trace précise du moment où il s'est introduit dans leur vie et en a bouleversé l'agencement, l'orientation, la finalité. On dit par exemple de saint Ignace de Loyola, souvent qualifié de saint improbable, qu'il commença par mener une vie où il prenait grand plaisir aux femmes, à la bonne chère et à la boisson, en étant, qui plus est, doté d'un tempérament violent et vaniteux. Il fallut une défaite militaire, une grave blessure à la jambe et une longue convalescence qui lui permit de beaucoup lire, pour que s'introduise en lui le germe cristallin d'une vie spirituelle mise au service d'autrui. Germe qui allait non seulement transformer sa propre vie, mais par l'intermédiaire de son action et de ses écrits, notamment ses fameux exercices, toucher des centaines de milliers de personnes. Ces idées cristallines sont à l'origine de nombreuses vocations religieuses, comme dans l'exemple ci-dessus, scientifiques, artistiques, entrepreneuriales, sportives, politiques. Comme le relevait admirablement Goethe, l'instant où l'on fait sienne une telle idée, où on la plante consciemment en soi, en s'engageant à lui assurer les soins nécessaires à sa croissance, a des répercussions dont nous sous-estimons trop souvent la portée. Il y a, à la base de tout acte d'initiative et de création, une vérité élémentaire dont l'ignorance tue quantité d'idées et de projets magnifiques. Dès l'instant où l'on s'engage totalement, la providence bouge aussi. Toutes sortes de choses se produisent qui viennent à l'aide de celui qui s'est mis sur sa voie, alors qu'elle ne se serait jamais révélée autrement. Toute une série d'événements découlant de cette décision se met au service de l'individu, aplanissant les incidents imprévus, favorisant des rencontres et l'assistance matérielle que l'on n'aurait jamais osé rêver d'obtenir. Le cristal au cœur du magma, symboliquement parlant, c'est le centre au milieu du cercle, l'axe de la roue autour duquel s'ordonne et s'agence le mouvement de tous les rayons, le noyau d'ADN, porteur d'informations au cœur de la cellule. C'est aussi l'alliance des gamètes masculins et féminins, tous deux nécessaires et complémentaires en vue de la création d'un nouvel organisme, comme le révèle cette expérience.
Dans les années 1980, des chercheurs ont en effet tenté de créer un être vivant à partir de 2 ovules ou de 2 spermatozoïdes, prétendument à la demande de couples homosexuels. Dans le cas de 2 ovules, ils obtenaient un organisme qui se développait rapidement, mais sans structure définie, et en fin de compte non viable, et surtout ne ressemblait à rien. Dans le cas de 2 spermatozoïdes, il en résultait un organisme hyper structuré, mais incapable de se développer, lui aussi non viable. Le spermatozoïde joue donc ici symboliquement le rôle du cristal porteur d'ordre et d'information, et l'ovule, celui de la matière qui va pouvoir incarner et développer ce germe, et le faire fructifier. L'un sans l'autre ne produit rien du tout. Au fond, la métaphore du cristal et du magma est celle de la procréation ou de la création sous toutes ses formes. Par exemple, la création de l'univers. On peut considérer que l'introduction de l'énergie cristalline de l'esprit dans le magma informe et indéterminé du cosmos, peut-être au cours de cet orgasme cosmique que fut le Big Bang, est à l'origine du développement de toutes les formes de vie de l'univers, au sens large, c'est-à-dire en incluant le mouvement des planètes, des systèmes solaires et des galaxies, dont un peu d'humilité devrait nous tempérer dans notre volonté de le taxer de purement mécanique, à la lumière de ces quelques lacunes dans l'ignorance que sont nos connaissances scientifiques actuelles. Chaque acte créateur correspond à la fécondation d'un milieu fertile. Une terre féconde, un magma riche de tous les possibles, une matrice, une psyché féconde. Par un germe, un cristal, une idée, une information, une énergie, un esprit. Laissée à elle-même, la matière reste inerte et informe, de même que sans matière à laquelle communiquer le sens dont il est porteur, l'esprit demeure un potentiel inactualisé et stérile. Refuser à l'esprit la part qui lui revient dans toute création, comme le fait l'ancien paradigme scientifique par exemple, revient à croire à la génération spontanée, dont ces mêmes scientifiques de la vieille école se gaussent si volontiers. À leur façon, les symboles, les métaphores et les allégories sont eux aussi des cristaux organisateurs, capables d'ordonner et de donner sens au magma d'informations, de connaissances et d'expériences que nous avons accumulées. À la suite de la publication de La Grenouille, de nombreux lecteurs m'ont informé de la façon dont les métaphores du livre, une fois semées dans leur jardin intérieur, avaient soudain apporté un sens nouveau à leur vie, à leurs activités privées ou professionnelles, comme elles l'avaient fait pour moi. La structure de ces métaphores avait communiqué son ordre, sa logique intrinsèque et sa signification à l'ensemble d'informations, de souvenirs et d'expériences propres à chaque personne. Plus ces cristaux de sens sont simples et épurés, comme les symboles géométriques par exemple, plus l'étendue de leur rayon d'action ou de contagion est grande. Faites l'essai. Pendant 1 mois par exemple, semez dans votre esprit le symbole du triangle équilatéral parfait. Si, comme moi, vous n'êtes pas un visuel, dessinez-le très précisément sur une feuille de papier et contemplez-le de 5 à 10 minutes chaque matin au début de la journée. Très vite, vous constaterez que sa symbolique ternaire va venir éclairer votre vie quotidienne et donner un sens nouveau à la plupart de vos activités et réflexions. Soudain, tout vous apparaîtra en mode ternaire. Les 3 phalanges de chaque doigt, la main, l'avant-bras et le bras, le mental, le cœur et le corps physique, le temps, l'espace et la vitesse, les volts, les ampères et les watts, la tonique, la dominante et la sous-dominante en musique, la pensée, le sentiment et l'action, le yin, le yang et le vide médian, et ainsi de suite. Vous distinguerez tout d'un coup des relations, des significations cachées jusque-là, des éclairages nouveaux
dans tout ce que vous observerez et vivrez. Note de bas de page. À ceux que cette approche intéresserait et qui souhaiteraient l'approfondir, je signale que j'ai élaboré et mis sur mon site internet un manuel de travail symbolique, Symboles de vie, qui s'étale sur 2 ans et consacre 6 mois à chacun des 4 symboles suivants, le cercle et le point, la croix, le triangle et le carré. L'introduction successive dans notre esprit de chacun de ces symboles élémentaires qui nous font voir le monde sous l'angle unitaire, puis dual, ternaire et enfin quaternaire, nous fait découvrir à chaque fois de nouveaux aspects du monde qui nous entourent, qui nous échapperaient sinon. Fin de note de bas de page. Les contes, les mythes et légendes, à un autre niveau, détiennent eux aussi un formidable pouvoir organisateur dans la psyché humaine, que conservaient intuitivement de nombreuses cultures d'autrefois, dont ils étaient l'un des ferments essentiels. De nos jours, le docteur Lewis Mel Madrona, d'origine moitié américaine et moitié amérindienne, ayant bénéficié d'une double formation à notre médecine occidentale et à diverses médecines indigènes et chamaniques, se sert précisément de la puissance ordonnatrice des contes pour guérir ses patients d'un large éventail de pathologies. La médecine narrative, note de bas de page, pour en savoir plus, lire La médecine narrative et Ces histoires qui guérissent du docteur Mel Madrona aux éditions Trédaniel, fin de note de bas de page, dont il est l'un des héros et dont l'efficacité a été vivement saluée par le docteur David Servan Schreiber, entre autres, consiste à aider le malade à changer le sens qu'il donnait à sa vie, à modifier la thématique centrale en fonction de laquelle il interprétait jusque-là tout ce qui lui était arrivé et qui débouchait sur un état pathologique. On ne peut pas changer des événements passés, mais on peut en revanche modifier le sens qu'on leur donne, insérer un autre cristal organisateur au milieu de la matrice de nos souvenirs. Et de même, qu'en changeant le code génétique d'un organisme, on en modifie le fonctionnement, en injectant par un conte adapté un nouveau sens dans le passé d'un individu, toute sa vie prend une nouvelle direction et qui peut du même coup passer de la maladie à la santé. À mes yeux, les travaux du docteur Mel Madrona contiennent un message d'une portée phénoménale. Il nous révèle un espace de liberté et de création qui, du statut de victime des circonstances de la vie que certains s'estiment être, permet de passer à celui de co-créateur conscient. Oui, le destin nous impose parfois des événements que nous n'avons pas désirés. Mais non, nous ne sommes pas condamnés à simplement les subir. Il nous reste ce choix immense du sens dont nous pouvons décider de les féconder. Ce sens qui déterminera en grande partie l'existence que nous aurons ainsi contribué à nous créer. Cet espace de liberté reste malheureusement encore assez méconnu. Faute d'occasion d'apprendre à modifier le cristal que nous insérons dans notre magma, c'est-à-dire à changer notre interprétation des mêmes événements. Le sens de ce que nous vivons nous semble généralement imposé, comme si les événements étaient porteurs en eux-mêmes d'une signification prédéfinie. Mais ce sont notre culture, notre éducation et nos expériences passées qui déterminent le sens qui s'imposera spontanément à nous dans chaque situation. Le travail régulier avec les symboles, porteurs de sens, peut considérablement nous aider à conquérir cette liberté intérieure, la plus importante de toutes, qui nous affranchit des circonstances extérieures en nous restituant la capacité de leur imprimer une signification choisie. Il serait souhaitable que l'école réserve une place à l'apprentissage du langage des symboles, à travers les mythes, contes et légendes, la symbolique sous ses diverses formes, car il développe l'intelligence métaphorique de l'hémisphère cérébral droit. Cette dernière apporte en effet
un complément indispensable aux fonctions analytiques de la raison et de l'hémisphère gauche, surdéveloppées dans le système éducatif actuel. Les symboles sont des clés, autre métaphore, qui nous donnent accès à des niveaux de signification tant de nous-mêmes que de la nature, du monde et des événements auxquels nous sommes confrontés, qui échappent à l'approche logique et rationnelle. Or, nombre de génies et illustres inventeurs, Einstein, Kekulé, Jung, etc., savaient précisément faire appel à cette vision symbolique et métaphorique des choses, et c'est précisément cela qui leur a permis de faire les découvertes majeures dont nous bénéficions tous. La métaphore du cristal et du magma nous parle aussi, à sa façon, de qualité et de quantité, bien sûr. Elle montre qu'une chose aussi minuscule, quantitativement parlant, qu'un fragment de cristal suffit à transformer des quantités importantes de matière inorganisée. Elle illustre en fait le pouvoir de l'information. Un cristal, une cellule sexuelle, un brin d'ADN, un symbole, tous sont porteurs d'une information immatérielle. Cette énergie peut influencer ce qu'il y a de plus solide et matériel. Il est bon de se le rappeler quand on se sent impuissant et démuni face à des forces et pouvoirs numériquement beaucoup plus importants que les nôtres. La bonne information introduite au bon endroit peut bouleverser l'ordre des choses. Ce sont des idées, des cristaux d'information, une minorité de dissidents porteurs d'un autre sens qui ont fait tomber le mur de Berlin et mis fin à l'Empire soviétique, et non des divisions de chars d'assaut ou de régiments d'infanterie. Ce n'est pas tout. Le cœur de cette métaphore, c'est un cristal. D'où viennent la dureté et la beauté d'un cristal ? Sa pureté, les impuretés le fragilisent et font obstacle à la lumière, et la simplicité de sa structure chimique, songez au diamant constitué de carbone pur. Toute information n'est pas nécessairement cristalline à cet égard. Toutes les informations ne se valent pas non plus et n'ont pas le même potentiel transformateur. Toutes n'ont pas la même simplicité, toutes ne sont pas exemptes de certaines impuretés. De même que des taches peuvent ternir un cristal, des intérêts bassement personnels peuvent se mêler à des idées nobles, altruistes et désintéressées, et en affaiblir la puissance et la portée. Un cristal pur ne garde pas la lumière pour lui, il la laisse le traverser. De manière analogue, une idée aura d'autant plus de rayonnement qu'elle ne servira pas de prétexte à ceux qui la défendent à capter égoïstement les énergies qu'elle attirera. La métaphore du cristal et du magma se prête, on le voit, à un riche éventail d'applications. Elle peut nous aider à retrouver toute notre puissance créatrice, notre fécondité intellectuelle et spirituelle, et même notre pouvoir thérapeutique. Pour peu que nous prenions le temps d'ensemer l'idée cristalline dans notre esprit. J'espère que cette toute première métaphore du livre vous aura plu, qu'elle est pour vous porteuse de sens et de réflexion. Je vous donne rendez-vous donc très bientôt pour la suite de ce livre, mais également pour d'autres vidéos lectures. Et peut-être aussi rendez-vous tout de suite, parce que je suis convaincu que vous n'avez pas encore vu ou entendu les précédentes vidéos lectures. Et si tout ça vous plaît, eh bien pensez à liker, à partager, parler de mes vidéos lectures et abonnez-vous. Un grand merci d'avance. À bientôt.